Allô Jack, tu me reçois Jack? Jack, c'est la cata ici. Les terrains disparaissent en un clignement d'œil. Si tu ne viens pas déplacer des tuiles tout de suite, c'est l'apocalypse assuré. Ramène Dardar, tes amis élémentaires. N'importe lequel, Jack. Le minéral, le végétal, je m'en fiche. Le temps presse, Jack. T'entends pas le chrono? Ah mon Dieu, j'ai cligné d'un œil. Je viens de perdre 3 montagnes et j'ai plus de dés d'action. La tuile. Façon de parler, Jack. J'ai aucune idée de quelle tuile déplacer sur le plateau et il ne nous reste que 24 minutes. Pas le temps pour les blagues, Jack. Attends, mais qui vois-je? Le créateur de tout ce joyeux pétrin, François Berdo, trésorier et membre actif de la compagnie des jeux de l'Odev. Victoire. Lui seul maîtrise pour le moment les règles de son jeu, Biohazard, qu'il a façonné de bout en bout et dont le financement participatif est prévu le 21 octobre. Je te laisse, Jack. On a une planète à sauver. Bonjour François Berdo. Eh bien écoute, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, donc, on va parler de ton jeu de société, que ça fait quelques mois que tu travailles maintenant. Explique-nous le fonctionnement de Biohazard. Eh bien avant de commencer déjà à l'expliquer, j'aurais déjà tellement voulu écrire cette intro moi-même que je vais sûrement la repiquer quelque part pour communiquer dessus. Eh bien le jeu Biohazard, c'est un jeu un peu particulier. C'est le 3e jeu que je fais, mais c'est le premier que j'essaye de porter jusqu'au bout, jusqu'à la production. La genèse de ce jeu, en fait, c'est que j'avais fait un jeu de société qui s'appelait Black Micmac, qui était avec des super-héros qu'il fallait assembler pour vaincre un super méchant. C'était un jeu coopératif. Et le moment où j'ai été voir un copain qui lui m'a fait tous les designs, qui s'appelle Hervé Pratt, voilà, qui a designé toutes les tuiles, les personnages, la boîte de jeu, enfin voilà, tous les éléments du jeu. Du coup, dans les échanges avec lui, on a fait évoluer la thématique. Du coup, on est arrivé sur cette idée d'élémentaire à reconstituer. Et du coup, de changer la thématique, finalement, ça a aussi changé la mécanique du jeu. Et on est arrivé à un jeu totalement différent, totalement nouveau, voilà, qui s'appelle Biohazard. C'est un jeu de placement de tuiles où on va devoir refaçonner totalement le personnage qu'on a choisi en début de partie. Et dans le pitch, c'est les éléments, enfin la nature décide de se prendre en main elle-même, vu que nous on est incapable de lui donner un coup de main pour éviter de lui faire des dégâts. Et donc la nature se prend en main, elle s'incarne dans des élémentaires, tout en essayant de lutter contre la pollution qui va gagner le jeu. Et les joueurs devront reconstituer totalement leur personnage avant 24 minutes, ou avant que tous les terrains aient disparu. Les élémentaires sont donc ces personnages qu'on construit de manière coopérative qui vont nous permettre de lutter face à la déforestation et autres dérèglements climatiques. Voilà, c'est ça. On va devoir reconstituer comme ça un élémentaire. Il y en a 6, donc on peut jouer jusqu'à 6 à ce jeu. C'est un jeu coopératif, donc pour ceux qui ne connaissent pas ces types de jeux, c'est des jeux où on joue tous ensemble contre le jeu. Le jeu a une mécanique propre qui fait qu'il joue tout seul d'une certaine manière et il faut arriver à jouer ensemble, à coopérer pour réaliser son objectif avant la fin, quoi. Avant, en tous les cas dans ce jeu, c'est 24 minutes. Donc ce qui veut dire que c'est un jeu, ce qu'on appelle aussi temps réel, et c'est aussi un jeu qui a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de tour de jeu comme dans 90% des jeux, c'est-à-dire on joue tous en même temps avec des règles qui nous sont propres et donc il y a une espèce un peu de frénésie qui est liée au chronomètre et c'est un jeu de stratégie quand même. Le fait que le chronomètre défile comme dans la série 24 heures avec Jack dont tu nous as parlé plus tôt, voilà, c'est quand même pas dans la sérénité. Il faut quand même le faire rapidement et prendre des décisions rapides ensemble pour essayer de contrer la menace qui grandit de plus en plus. Nous avons le jeu devant nous. Donc ces tuiles ressemblent à des alvéoles de guêpes, comment on dit, de ruches, et avec différents types de terrains, l'air, le désert, les montagnes, la jungle, et aussi quand on tourne la pièce, il y a des têtes de mort. Alors, comment ça se passe quand on commence à jouer comme ça ?
Eh bien en fait, toutes les pièces du jeu sont sous forme d'hexagone. Le terrain est sous forme d'hexagone et les personnages qu'on doit reconstituer, c'est un puzzle de 6 hexagones qu'on va devoir refaire. Il y a aussi 6 terrains différents et à chaque fois qu'on va vouloir jouer, on a des cubes d'action qui nous disent combien d'actions on peut avoir en fonction du nombre de cartes qu'on a sur son personnage. Et pour pouvoir récupérer ces cubes et continuer à jouer, il va falloir lancer des dés et malheureusement ces dés ont la fâcheuse tendance à détruire le jeu et du coup les terrains vont pouvoir se retourner donc sur cette phase de tête de mort et pour les dépolluer, donc ça va être un coefficient de pollution, ils vont afficher un coefficient de pollution et il va falloir que les personnages se déplacent sur le jeu pour arriver à être suffisamment costauds pour dépolluer ces tuiles avant qu'elles ne disparaissent parce qu'elles ont aussi la possibilité de se détruire, elles ont la possibilité aussi de s'empiler les unes sur les autres, elles ont la possibilité de se déplacer. D'où la forme hexagonale pour permettre de jouer dans tous les côtés. Voilà, c'est ça, toutes les configurations et ça apporte plus de possibilités de déplacement et d'interaction. Donc en fait le plateau de jeu qu'on place au hasard au début de la partie est totalement mobile, il ne va pas arrêter de bouger, de s'entasser, de se déplacer, de se détruire. Il va falloir du coup lutter contre cette dégradation de l'environnement tout en ayant soin de remplir son personnage pour arriver à gagner. Donc c'est quand même possible de sauver la planète. En tous les cas, dans le jeu, c'est pas facile. Donc c'est un peu à l'image quand même de ce qu'on vit. Donc c'est pas forcément évident. C'est sûr qu'il y a une volonté quand même de sensibilisation, parce que c'est pas un jeu compétitif, c'est un jeu coopératif. Donc c'est aussi pour prôner un peu des valeurs qu'on peut porter dans le monde réel. De sensibiliser un peu. Après, la thématique du jeu est autour de ça. Mais ça reste un jeu qui est quand même assez fun à jouer parce qu'on joue tous en même temps, on doit coopérer. Dans les mécaniques, il y a des choses un peu inhabituelles pour les joueurs qui des fois sont un peu désarçonnés, le fait qu'on joue tous en même temps, ou pour certains qu'on joue tous ensemble contre le jeu. Des joueurs un peu classiques sont des fois un peu désarçonnés par ce type de mécanique. Mais voilà, je trouve que ça participe bien à l'univers dans lequel on joue, où on voit bien que l'univers se dégrade et qu'il faut en même temps aller vite, il faut agir, c'est maintenant. Et il faut le faire ensemble. C'est comparable à quel type de jeu de ta connaissance? Est-ce que tu t'es basé sur des références de jeux de société existants? Le plus compliqué quand on fait un jeu de société, c'est déjà de ne pas faire un jeu qui existe déjà. Parce qu'il y a une telle profusion maintenant d'offres, de mécaniques, d'univers différents. Même étant ici à la compagnie des jeux, côtoyant beaucoup de boîtes, de référents de jeux qui sont incollables, c'est pratiquement impossible d'avoir une vision exhaustive de tout ce qui peut se faire, de tout ce qui existe. Donc je suis parti au début en essayant de me détacher au maximum de ce que je pouvais connaître. Maintenant, il peut y avoir des références. Par exemple, un des grands classiques du jeu coopératif, c'est l'île interdite, qui a aussi un phénomène de tuiles. C'est pas des tuiles hexagonales, mais c'est des cartes qui vont se retourner. C'est une île qui va sombrer petit à petit. Donc on peut retrouver cette idée d'urgence aussi qu'on retrouve dans Biohazard. Après, l'autre aspect de la mécanique qui est de construire son personnage comme une espèce de grand puzzle. À ce jour, je crois que je ne l'ai pas encore rencontré. Peut-être qu'un auditeur pourra me dire « Mais si, en 1982, ce jeu faisait déjà ça, c'est possible. » Et récemment, j'ai été à une convention à Lyon ce week-end. On m'a dit « Ah, mais attends, l'année dernière, je crois qu'il y a un jeu qui s'appelle Spirit Island qui est sorti avec des incarnations d'éléments comme ça dans le jeu. » Et donc voilà, je découvre aussi qu'il y a des fois des collusions. Le principal déjà, c'est d'essayer de faire quelque chose d'innovant, d'original. Et après, des fois, s'il y a des références qui peuvent être un peu communes, ça c'est un peu la règle du jeu aussi. Comme on le disait aussi en début d'émission, un financement participatif est prévu le 21 octobre. Et c'est un financement aussi qui pourrait apporter des améliorations dans le jeu. Comment tu conçois aussi la participation des gens qui participeraient financièrement à ce jeu? Je trouve que c'est un aspect très intéressant du financement participatif, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une collaboration avec les gens qui précommandent le jeu, parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas un peu ce type de financement, globalement ça fonctionne un peu comme une précommande, c'est-à-dire on met un palier à partir duquel on peut fabriquer les boîtes, dans notre cas c'est 18 000 €, à partir de 18 000 € on peut
lancer la production des boîtes. La campagne de précommande marche pendant 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, et même après sur la post-production, on peut être en contact avec les gens parce que du coup, on a les adresses mail et puis on envoie des newsletters. Il peut y avoir des allers-retours et ça peut faire évoluer le jeu. Alors que quand on va acheter une boîte dans le commerce, voilà, la boîte elle est là, elle existe, elle a été tirée à des milliers d'exemplaires, elle ne va plus bouger. Tandis que là, le projet peut encore évoluer parce que là, il existe des prototypes du jeu. Mais les versions définitives, elles sortiront que dans 8 ou 10 mois. Donc ça laisse encore du temps pour peut-être changer des mécaniques. Là en ce moment je fais beaucoup de parties de tests, je me balade avec mes boîtes sous le bras et je vais à droite à gauche. D'ailleurs je serai à l'Oedus à Clermont-Lérault à la boutique de jeux samedi pour le faire tester. Et donc comme ça permet aussi d'avoir des retours un peu du terrain, de gens que je ne connais pas. Et ça permet d'améliorer, des fois d'avoir d'autres idées qui permettent d'enrichir le jeu. Donc voilà, pour moi le financement participatif c'est une manière aussi de produire différemment. C'est-à-dire qu'on peut avoir des feedbacks comme ça des gens qui ont envie de participer et apporter des améliorations qui sont issues de leur participation. Et toujours pour ceux qui ne connaîtraient pas comment ça fonctionne, la grosse différence aussi d'un financement participatif avec un jeu en boutique, c'est que la plupart du temps, un jeu en boutique, voilà, vous avez la boîte avec tous les composants nécessaires au jeu à l'intérieur, mais le financement participatif, la plupart du temps, permet d'avoir comme ça une boîte de base qui est une boîte qu'on pourra peut-être retrouver ultérieurement dans le commerce, mais de proposer aussi des contenus additionnels qui ne vont appartenir qu'à cette campagne de financement. C'est-à-dire, là dans mon cas, il y aura 2 élémentaires supplémentaires, des tuiles de terrain qui vont être aussi différentes, qu'on ne retrouvera pas si jamais le jeu dans l'avenir sort dans le commerce. Voilà, du coup ça fait un peu des éditions un peu collector, qui peuvent aussi plaire du coup à ceux qui ont un esprit plus collectionneur ou qui veulent des produits un peu différents. Et un des derniers aspects du financement participatif, c'est qu'il existe des niveaux de participation. Là, j'ai dit tout à l'heure, nous, à partir de 18 000 €, on peut produire le jeu. Mais après, imaginons, on va placer des paliers. Si par exemple on fait 30 000 €, on aura peut-être des cartes de meilleure qualité. Si on arrive à un palier encore au-dessus, on aura des dés pareil d'une meilleure qualité, où on va pouvoir mettre des pistes de dés qui n'étaient pas prévues à l'intérieur. On va pouvoir comme ça augmenter la qualité du matériel en fonction du niveau de participation global. Pour nos auditeurs qui seraient curieux de voir visuellement le jeu, il y aura bien sûr l'article sur notre site RPH, mais il y a un site très beau, très étoffé, biohazard avec un z-game.com, où il y a un livret de plusieurs pages, franchement très bien fourni aussi, des vidéos aussi, très ludiques sur la manière qu'on fonctionne le jeu, quoi. Donc aussi, n'hésitez pas à cliquer. Ouais, n'hésitez pas à aller sur le site, donc biohazard-game.com. Il y a du contenu. La boîte a été envoyée à pas mal de youtubeurs, et là je suis dans la période où je commence à recevoir leurs vidéos. Du coup, ils testent le jeu, ils en font la critique, ils le présentent. Ça permet déjà de se faire une bonne idée du matériel, du jeu, de comment il se joue, et d'appréhender le jeu de manière assez ludique par le biais de vidéos, parce qu'il y a des youtubeurs qui font vraiment un travail de très bonne qualité comme ça, de vulgarisation des jeux. Et donc sur le site, on peut trouver tout ça. On peut trouver aussi un petit peu au jour le jour l'avancement de la campagne, comment ça se passe. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter qui vous tiendra informé du début du financement, qui commencera le 21 octobre et qui durera 3 semaines. Donc c'est une période assez courte où c'est dans cette période-là qu'il faut arriver à atteindre le palier minimum. Très bien, un grand merci François Berdo. Puis on va commencer une petite partie, parce qu'on a une planète à sauver, rappelez-vous. Et une bonne journée à tous nos éditeurs sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Il y a un problème. On peut pas trafiquer le détonateur. J'aurais dû le voir, mais il était camouflé. Si on le démonte, ou si on le déconnecte de son enveloppe, il explosera. Vous êtes en train de me dire qu'il n'y a aucun moyen de désamorcer cette bombe? C'est ce que je vous dis.